Pour nous, les communistes, et en particulier les services spéciaux de l'Union soviétique, c'était l'ennemi suprême. Hein. Je me rappelle que j'avais un camarade, un Saint-Syrien, qui voulait rentrer à la DGSE, et son épouse avait eu des relations avec, où s'était fait une certaine amitié avec quelqu'un qui émargeait au Parti communiste. Ce camarade de Saint-Cyr n'a pas pu rentrer. Hein. Donc c'était vraiment rédhibitoire. C'était l'ennemi numéro un, quoi. Voilà. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour et merci de votre fidélité au podcast Des bouquins dans les poches de Tendance Ouest. Pour la première fois, un ancien espion russe et un ancien officier des services de renseignement français confrontent leurs souvenirs, leurs expériences et les méthodes utilisées dans leurs pays respectifs dans les années 80. C'est un échange passionnant, paru chez Mareuil Éditions sous ce titre KGB DGSE, deux espions face à face. Nous recevons François Varroux, officier traitant à la DGSE durant près de 20 ans, de 1977 à 1995. En tant que spécialiste de l'espionnage industriel et du renseignement politique, il a été en mission aux États-Unis, en Éthiopie, au Sénégal, en Tunisie ou encore au Pakistan. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les idées reçues et les clichés sont nombreux sur votre ancienne profession. Avant de rentrer dans cet ouvrage coécrit avec l'espion russe Sergueï Girnov, pourquoi vous aviez choisi le SDEC, devenu la DGSE, après avoir fait l'école militaire spéciale de Saint-Cyr et 2 ans dans l'armée ? Et j'étais attiré par ça. Voilà. J'avais peut-être des relents en sous-main de voyage, je pensais à James Bond. Ben écoutez, mais ça, James Bond, c'est un fantasme. Hein. Oui, vous pensiez à James Bond, mais l'image s'est très vite déconstruite au profit de la réalité. Oui, ben, tout à fait. Et déconstruite, mais au bon sens du terme quand même. Hein. Alors, j'ai passé, je sais plus, 24 heures à Boulevard Mortier, à ce qu'on appelle nous la centrale maintenant, hein, la DGCT au SDEC à l'époque, et j'étais enthousiasmé évidemment par tout ce que j'ai vu et entendu. Au retour de cette visite, j'ai fait une demande d'intégration au SDEC et au bout de 5-6 mois, j'ai reçu une convocation. Ça voulait dire que j'étais quasiment accepté dans cette institution. Donc je bondissais de joie sous le regard effaré de mon supérieur parce que j'étais un bon élément et il pensait que j'étais perdu pour l'armée entre guillemets classique. Hein. Pourquoi ça, François Varroux ? C'est parce que les services de renseignement n'étaient pas bien vus par l'armée ? Mais on peut dire ça, mais en fait non, je peux pas le dire franchement. Mais c'était une branche un peu annexe et les services spéciaux n'étaient pas considérés comme faisant partie de l'armée à part entière, bien que le tiers du personnel fasse partie des services spéciaux. Mais dans ce personnel-là, il y a ce qu'on appelle les officiers traitants. Et d'ailleurs, à ce propos, officiers traitants, je vous remercie de ne pas voir catalogué d'espion parce que... Vous n'aimez pas ce terme d'espion ? Ah, pas du tout, parce que d'abord, ça a une connotation péjorative pour moi, et c'est un terme qu'on n'utilisait absolument pas à la centrale. Jamais. Non, l'espion, pour moi, c'est l'ennemi, hein, c'est l'autre. Hein. Alors justement, dans l'introduction, François Varroux, j'ai dit que vous étiez officier traitant de la DGSE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'était un officier traitant ? Alors, un officier traitant, d'abord, on ne devient pas officier traitant comme ça. On est formé pendant une année à la DGSE. Mais alors, à quoi consiste ce métier ? Métier dont je souligne qu'on ne trouve pas ce métier à Pôle emploi. Hein. Ça, il faut que je le précise parce que, voilà, c'est peut-être ironique ce que je dis, mais c'est vrai. Et alors, donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste à manipuler des personnes qu'on appelle sources. Et ces sources, c'est ce qu'on appelle aussi agents secrets. Nous, on n'est pas agents secrets ou espions. Hein. Vous voyez bien la différence. Donc, on manipule des personnes pour les amener à trahir leur pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on leur demande, je parle d'étrangers là, c'est pas des Français, hein, quand on demande à un étranger d'aller voler un document dans un bureau ou dans un tiroir de bureau intéressant, par exemple un bureau qui se trouve dans la recherche et le développement d'une entreprise, hein, d'une usine qui fabrique par exemple des moteurs d'avion ou d'hélicoptères ou de voitures, eh bien c'est quand même, c'est pas très
c'est pas très joli vis-à-vis de l'étranger qui va voler des documents et qui me les rapporte à moi. Hein. Ça veut dire qu'il trahit son pays. C'est horrible de dire ça. Mais avant de faire ça, la source ou l'agent secret, comme on dit maintenant, eh bien, il faut ce qu'on appelle la manipuler. C'est pour ça que le terme officier traitant, il y a on traite des personnes, et dans ce mot, et dans cette traite, il y a ce qu'on appelle la manipulation. Manipulation, il y a le mot main dedans. C'est-à-dire qu'on a la main mise sur des personnes qu'on a environnées, dont on s'est fait peu ou prou des amis pour les amener à notre façon de voir les choses, c'est-à-dire les faire trahir, quoi, finalement. Hein. Vous dites que c'est horrible maintenant, en 2021, oui, François Varroux, et pourtant, vous avez poussé des hommes, des femmes à trahir leur pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission était au-dessus de toute morale? Mais absolument, nous sommes des gens affreux, hein, des salopards en habit de gentleman. Je me plais à le dire, mais vous savez, il faut pas se voiler la face. Hein. On est en guerre permanente, qu'on soit en paix, en situation de paix ou de guerre. Mais pour moi, enfin, on me l'a appris, puis je l'ai lu, et puis c'est ma conviction. On est en guerre permanente, surtout en guerre économique permanente. Voilà. Et si on est en guerre économique et permanente, il faut savoir ce que font les autres, à leur insu, bien entendu. C'est ça notre combat perpétuel et permanent. Et c'est ce qu'on demande aux officiers traitants de faire, c'est de faire ce combat-là. Vous voyez, c'est une sorte de combat. Alors, qui n'est pas très classique, ça pour sûr. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot morale ou moralité. C'est vrai que si on a des questions de morale ou de scrupules, on fait pas ce métier-là. Hein. On rentre pas dans cette crèmerie, c'est-à-dire dans les services spéciaux. Vous l'avez fait pourquoi, François Varroux? Pour l'adrénaline, je cherche un mot, l'intérêt de travailler avec la bénédiction de notre gouvernement pour travailler de façon illégale, hein, dans l'illégalité la plus totale. C'est vrai. L'illégalité autorisée, c'est ça. Mais oui, entraîner quelqu'un à trahir son pays, vous trouvez que c'est beau, vous, si on regarde ça sur le plan de la morale? Ben, c'est pas joli quand même, hein. Mais ça fait partie d'un combat, du combat que j'ai eu en temps de paix, voilà. Parce que je considère l'autre en termes de technologie ou de secret, je considère l'autre comme un ennemi. L'autre, c'est-à-dire l'étranger, hein, pas le français, l'étranger. Je disais tout à l'heure, François Varroux, que vous aviez été en mission aux États-Unis, en Éthiopie, au Sénégal, en Tunisie, ou bien encore au Pakistan. Lorsque vous étiez en mission à l'étranger, vous étiez sous légende ou comment ça se passait? Oui, alors, la plupart du temps, dans les pays où j'étais, surtout en Éthiopie et au Pakistan, je travaillais sous couverture. C'est-à-dire que j'étais dans une ambassade, et j'avais la fonction de secrétaire d'ambassade. Premier ou deuxième secrétaire d'ambassade. En général, c'était plutôt ce deuxième secrétaire d'ambassade. Je faisais le travail d'un vrai secrétaire d'ambassade, avec mon vrai nom. Seul l'ambassadeur était censé savoir ma fonction d'origine, mon travail d'origine. C'est-à-dire, il savait que j'étais officier traitant. En tout cas, que je faisais partie du SDECE à l'époque, ou de la DGSE maintenant. C'était le seul à savoir. Mais, vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on arrive en ambassade, tout le monde sait qu'on fait partie des services spéciaux. Et ça, on n'y peut rien. Parce que ça fait bien, hein, chez les Français, ça faisait bien de dire « Oh, moi, je connais un tel qui vient, il arrive, il fait partie des services spéciaux. » Et, entre parenthèses, c'est un espion. Alors, attention, hein, vous le regardez avec d'autres yeux. C'est ça. Et ça, pour ça, c'est très difficile à supporter ce genre de réflexion, hein, vous voyez. Et voilà. Donc ça, c'est travailler sous couverture. Si on travaille sous les jantes, c'est autre chose. Sous les jantes, on apprend un nouveau métier, et on essaie de construire une nouvelle vie, hein, un nouveau métier avec de fausses adresses en France, de faux numéros de téléphone, etc. Mais par exemple, la légende, on exerce un faux métier et on fait croire à tout le monde qu'on a un vrai métier. Et là, je me rapproche du théâtre. Vous savez, un acteur, qu'est-ce qu'il fait? Si je prends le cas de l'avare de Molière, parce que tout le monde connaît ça, il est crédible que si c'est un bon acteur, n'est-ce pas? Mais pour être un bon acteur, il a beaucoup travaillé, il s'est mis dans la peau
d'un avare. Hein, et plus il se met dans la peau, plus les spectateurs croient en cet avare, mais sauf que ça dure 1h30 ou 2 heures. Vous voyez. Alors comment on évite précisément, François Varroux, comment on évite la schizophrénie quand on est entraîné à jouer ces personnages doubles? Oui, oui, je vous réponds tout de suite. La schizophrénie, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, je me suis jamais, je n'ai jamais senti que j'étais schizophrène. Comme l'acteur du cinéma ne l'est pas, mais il peut pas. Le temps est trop court. Mais c'est vrai que quand j'étais sous légende pendant 1 semaine, voire 15 jours, et c'est déjà bien assez, vous voyez. Mais jamais j'ai pensé que j'étais une autre personne, une deuxième personne, mais jamais je pensais que j'étais schizophrène, puisque comme l'acteur, je jouais un rôle, et oui, que j'avais préparé avant de partir, et que j'avais préparé longtemps avant de partir en France, quoi. Hein. Podcast by Tendance Ouest. À travers ce témoignage croisé, on découvre qu'il existe des similitudes dans la formation, dans certains objectifs. Mais en revanche, on voit des différences importantes au niveau des moyens, par exemple, entre le KGB et la DGSE. C'était une réalité, cette différence de moyens qui paraît énorme dans le livre. Oui, alors la différence d'abord c'est le nombre. Nous sommes 5000 en France, en gros avec les analystes, les techniciens et les officiers traitants, alors que en Union soviétique maintenant, ou en Russie plutôt, eh bien ils sont plus de 200 000, ou je sais plus 400 000. Bon, ça c'est une grosse différence. L'autre différence, c'est que au KGB, les gens travaillent plutôt sous une certaine idéologie communiste, ce qui n'est pas le cas chez nous. Hein. Nous, on ne travaille pas sous idéologie. On a nos propres convictions et on les garde. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça, ce sont de grosses différences. L'idéologie et le nombre. Cela dit, souvent je le dis avec humour, mais c'est peut-être David contre Goliath, à l'époque où c'était l'Union soviétique. Moi j'étais David, mais vous savez que David a battu de Goliath quand même. Hein. Ah bah oui, ça c'est important. Donc c'est pas parce qu'on est petit qu'on est mauvais. C'est ça que je veux dire en fait, en clair. Et on est quand même très bon. Voilà. Évidemment, je plaide pour ma paroisse, voilà, c'est évident. Mais alors je reviens maintenant sur la formation. Eh bien figurez-vous que j'ai été étonné, et Sergueï Girnov lui-même également, nous avons reçu la même formation et nous pensons exactement la même chose sur la problématique de l'espionnage, entre guillemets. Hein. C'est ça qui est incroyable. Oui, on sent que les codes sont les mêmes, parce que vous ne vous étiez pas rencontrés avant cet ouvrage, et on sent que très vite, eh bien, vous parlez le même langage. Ah oui. Et je trouve ça formidable, quoi. On était ennemis il y a quelque temps, et bien on ne l'est plus, quoi. Voilà. Moi je trouve que Sergueï, alors est-ce qu'il joue un jeu, est-ce qu'il me manipule? Je ne pense pas. De toute façon, peu importe, je ne travaille plus. Hein. Enfin, je ne suis plus de la DGSE. Mais je trouve qu'il est excellent. D'abord, il parle français sans accent. Et pour moi, il est très bon, quoi. Il est très bon. Et je dis très bon parce que il a la même formation que moi. C'est ça qui est curieux. Vous avez hésité à dire oui, vous avez hésité. Vous parliez là à l'instant de cet ancien ennemi. Et évidemment, j'y ai pensé aussi en vous lisant tous les deux. Je me suis dit, tiens, 2 anciens ennemis. En plus, c'était quand même la guerre froide qui se parle. On sent une certaine complicité à travers ce livre. Vous avez hésité à dire oui, ou bien tout de suite, il y a quelque chose qui vous a intéressé d'aller voir aussi du côté de l'ennemi? On s'est rencontrés lors d'une émission, toute première rencontre, dans l'émission de Faustine Bollaert sur France 2, l'émission Ça commence aujourd'hui. Et là, je le connaissais pas du tout. Hein. Il s'est trouvé que j'ai fait sa connaissance ce jour-là. Et tout de suite, on a sympathisé, parce que je l'ai trouvé sympathique. Hein. Vous savez, entre Strasbourg et Berlin, il y a combien? Il y a 1000 kilomètres, quoi. Hein. Eh bien,
Les services spéciaux forment de la même façon leurs membres, quoi. Voilà. Vous parliez de l'idéologie tout à l'heure, et alors là, ça transparaît vraiment dans le livre, hein, cette omniprésence de l'idéologie politique du côté du KGB, hein, le bras armé du communisme. Alors en pleine guerre froide, tout ce qui n'était pas communiste était d'ailleurs un peu considéré comme un ennemi, hein, quelle que soit sa couleur. Quelle était la position de la France dans cette guerre froide à laquelle elle participait pas complètement, et le rôle des services de renseignement français qui se trouvaient un peu entre les deux, hein, entre les États-Unis et la Russie? Oui. Eh bien, je vais vous répondre. Eh bien, pour nous, les communistes, et en particulier les services spéciaux de l'Union soviétique, c'était l'ennemi suprême. Hein. Je me rappelle que j'avais un camarade, un Saint-Syrien, qui voulait rentrer à la DGSE, et son épouse avait eu des relations avec, où s'était fait une certaine amitié avec quelqu'un qui, pour simplifier, qui est margé au Parti communiste. Eh bien, ce camarade de Saint-Cyr n'a pas pu rentrer. Hein. Voilà. Donc c'était vraiment rédhibitoire. On pouvait pas. C'était l'ennemi numéro 1, quoi. Voilà. Podcast by Tendance Ouest. Déclaré dans ce livre, je le répète, si l'on a des problèmes de moralité, il faut changer de métier. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure. C'est l'une des similitudes entre vous deux. Alors celle-là, elle est très claire. Il ne faut pas de moralité, ou il faut la laisser en tout cas au vestiaire. Alors, ça veut dire que vous avez fait un métier de mensonge permanent. Comment on passe sa vie professionnelle à mentir, François Varroux? Écoutez, d'abord on apprend, hein, et puis c'est une tournure d'esprit. Pour vous dire, je pense que c'est dû à mon éducation première, quand j'étais adolescent. J'ai d'abord été élevé, ça va vous étonner, chez les pères jésuites. Donc les pères jésuites apprennent à mentir. Non, mais laissez-moi terminer. J'étais donc éduqué dans un carcan, avec une éducation très stricte. Donc finalement, je pouvais aller ni à droite ni à gauche. C'était la rectitude même. Ensuite, j'ai fait des études supérieures. J'ai commencé à faire des études supérieures à la Flèche. Si vous connaissez la Flèche, c'est une école militaire, hein, mais je suis entré en préparation là. Là encore, c'était assez strict comme éducation, hein. On ne pouvait pas aller ni à droite ni à gauche. On suivait un truc. Donc, pas de liberté. Et ensuite, je rentre à Saint-Cyr. Mais vous vous rendez compte, Saint-Cyr, c'est pas un truc de majorette. Hein, c'est quand même une école dite spéciale militaire, hein, de Saint-Cyr. Hein. Là, on forme quand même des hommes. On apprend à tuer. Il faut le dire quand même, hein. Ou alors c'est une fleur de rhétorique. Hein. On s'imagine pas ou personne s'imagine qu'à Saint-Cyr on apprend à tuer. On nous donne quand même un fusil et on va au pas de tir pour tirer sur des cibles. Sinon, je dis pas que c'est notre raison d'être, mais on apprend à tuer pour défendre la France. Voilà, la France. Je dis pas mon pays, je dis la France. Voilà. Et ça, pour le coup, je suis plus patriote que ceux qui disent je travaille pour mon pays. Hein. Voilà, dans mon sang coule le drapeau français. Je vais très loin. Hein. Donc j'étais dans une ambiance d'obéissance absolue, si je puis dire. De discipline. De discipline. Mais de discipline acceptée, hein, et puis acceptée avec ce que ça implique comme formation quand même, hein, aussi. Et la formation à la DGSE, c'est une formation spéciale quand même, qui nous entraîne à être fourbe, à mentir, hein, à voler même, pas directement, par l'intermédiaire de personnes qu'on a manipulées. Et c'est ça les agents secrets. Ce sont ces personnes-là qui sont agents secrets. Pas nous, ou qu'on appelle espions. Moi, j'aime pas ce terme. Enfin, j'ai jamais été espion, moi, voilà.
Est-ce que ça a été une épreuve, malgré tout, de vivre dans le secret pendant tant d'années, François Varroux ? Une épreuve, non, je peux pas dire une épreuve. Un intérêt. Tous les matins, quand je me levais, j'étais heureux de travailler pour un service qui nous mettait dans une certaine position d'illégalité et aller enfoncer dans cette illégalité-là. Voyez, parce que, par exemple, payer quelqu'un pour qu'il trahisse, ça peut paraître horrible, hein, mais on s'y fait, quoi. Pourvu que ça donne des moyens à la France d'aller plus loin, plus vite dans la recherche, j'entends la recherche économique, ou plus vite dans les négociations avec un autre pays. Négociations sur le plan politique, ou même sur le plan technique ou de technologie, pour découvrir des choses nouvelles. Voilà. C'est ça, la fin justifie les moyens ? En quelque sorte, voilà une formule en quelque sorte qui me paraît assez bonne pour nous. Oui, tout à fait. Le monde du renseignement, François Varroux, a été totalement bouleversé avec l'omniprésence d'Internet, des technologies numériques. Absolument, est-ce que l'on a, d'après vous qui avez ce regard d'expert maintenant extérieur au service, est-ce que l'on a encore besoin de services secrets dans un pays comme la France ? Et quels peuvent être les enjeux aujourd'hui des services de renseignement ? Les enjeux sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé par rapport aux années 80 où on ne connaissait pas encore l'Internet, hein, ou très peu, mais non, ça n'a pas changé. L'idée de refaire de la recherche n'a pas changé. Maintenant, les moyens techniques ont certainement, et ça j'ai de la peine à répondre parce que j'ai pas connu ça, ont certainement développé la communication ou la rapidité dans la communication entre le service et ses ressortissants et ses officiers traitants sur le terrain. C'est sûr qu'il y a eu une évolution qui a fait accélérer les échanges. Ça, c'est sûr. Parce que nos échanges, à l'époque, quand nous avions quelque chose à dire, des comptes rendus, ça passait par ce qu'on appelait des téléscripteurs et c'était envoyé chiffré par les ondes radio, hein, c'est tout. Il y avait que ça, c'est la radio. Mais c'était chiffré. Là maintenant, ça va beaucoup plus vite avec Internet. Les conversations sont chiffrées également, hein. C'est du chiffrage forcément, mais ça va plus vite. Comment dire, le fond reste toujours le même en termes d'espionnage, oui. Et surtout l'espionnage avec des personnes, parce que l'espionnage technique, c'est facile, hein, il suffit d'écouter ce qui se passe sur les ondes, dans les terres, dans l'atmosphère, traduire après ce qui se passe, ou déchiffrer ce qui se passe, et là c'est excellent. Mais rien ne vaut le contact humain, hein, homo, comme on dit, pour créer des relations, et à travers ces relations, faire travailler des gens et avoir des documents ou des informations orales qui permettent donc, je répète, d'aider nos compatriotes dans les entreprises, dans les industries ou dans les cabinets ministériels, par exemple. Hein. En tout cas, votre passion est presque intacte, hein, elle transpire lorsque vous exprimez sur votre ancienne profession, François Varroux. Juste avant de vous quitter, vous avez publié une autobiographie en 2017, James Bond n'existe pas, et puis là, vous publiez cet ouvrage avec votre confrère, on peut dire, Sergueï Girnov. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin, et par votre autobiographie et par cet ouvrage, de parler de votre parcours, de parler de votre vie dans les services de renseignement? Mais pas parce que je voulais, et j'espère que j'ai réussi, encore que je voudrais pas le dire trop fort, que j'ai réussi à faire des 2 livres qui sont des livres didactiques, c'est-à-dire qui permettent à des jeunes qui veulent faire ce métier-là d'en apprendre beaucoup avant de s'engager. Parce que tout le monde n'a pas eu mon parcours, hein, quand j'étais jeune, d'étudiant, hein, bien sûr. Alors, si, en lisant ce livre, ils s'aperçoivent que James Bond, c'est pas forcément le James Bond du cinéma. Hein. On n'est jamais, moi ça m'est jamais arrivé d'ailleurs, d'avoir une belle blonde avec une deux chevaux en train de descendre, une pente de 50 degrés, hein, et se retrouver en bas en costume cravate impeccable avec la blonde au bout du. Non, mais c'est vrai que ça fait rêver ce truc. Et moi-même, ça m'a fait rêver parce que je trouve ça très bien. Vous savez, le Bureau de légende, hein, mais c'est une très bonne série, sauf que après l'avoir revue plusieurs fois, moi j'ai remarqué quand même qu'il y a des choses qui vont pas. Voilà. Mais pour faire découvrir l'espionnage français à des petits Français aussi, c'est bien. C'est bien parce que il y a des passages difficiles, hein, dans le Bureau des légendes.
Enfin, que voir un officier traitant tomber amoureux de son agent, ça ne doit pas arriver et ça n'arrive pas. Merci beaucoup François Varroux, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle le nom de l'ouvrage, KGB DGSE, 2 espions face à face, chez Mareuil Éditions. Merci beaucoup et à bientôt. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.